Maïko Kato, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cet entretien avec Lecturama. Oui. Vous venez de publier aux éditions du Seuil un roman noir, proprement envoûtant. Alors, on va s'intéresser un peu à vous. Pourquoi avoir choisi de vous tourner vers l'écriture, comme j'ai pu le lire, à l'âge de 40 ans? Alors, j'ai toujours écrit depuis que je suis en fait enfant, mais j'ai considéré que mes écrits jusque-là n'étaient pas assez bons pour être présentés à des éditeurs. Et voilà, c'est le premier que j'ai osé présenter à, je dirais, une vingtaine à peu près de maisons d'édition. Et voilà, cela a été choisi par Bénédicte Lombardo, donc ma directrice éditoriale. Et j'ai toujours recherché en fait cette sorte d'idéal de moi, de moi-même, un idéal japonais, à cause de la double culture que j'ai, parce que je suis née en France et que donc mes deux parents sont japonais. Voilà, donc j'ai une tête 100% japonaise. Alors j'ai été assistante, j'ai été chargée d'études donc dans des organismes semi-gouvernementaux japonais, et ce qui fait que dans le cadre de ce travail, je faisais souvent des traductions. Et ce qui fait que j'étais déjà, si vous voulez, dans l'écriture, dans une forme d'écriture, et de là je suis passée de façon très naturelle à la fiction. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé, tout d'un coup, à pousser la porte des éditeurs? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis souvenue d'une petite expérience que j'ai faite. À l'époque, j'étais encore vingtenaire. Je faisais un séjour linguistique à Bristol, en Angleterre. Et notre professeur nous avait demandé d'écrire un texte d'environ 4 pages. Et j'avais choisi d'écrire une petite nouvelle fantastique avec des jeunes en train d'être kidnappés afin qu'un fou puisse fabriquer un élixir de jeunesse à partir de leur sang. Alors, vous voyez, c'était un peu glauque, mais cela a énormément plu. Et c'est là où, pour la première fois, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais pouvait éventuellement plaire à un public. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir au roman, alors, sans déflorer le roman, pourquoi vous êtes-vous passionné pour ces hôtes de club dans le Kabukicho, quartier rouge de Tokyo? Oui. En fait, j'étais en train de rechercher des faits divers, du matériau en fait, assez réaliste pour mon roman. Et je suis tombée par hasard sur un documentaire très intéressant sur les hosts. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était un épiphénomène dont on parlait énormément sur le net et également dans les médias. Mais il y avait un petit côté, si vous voulez, caricatural des portraits qui ont été faits, et cela ne me satisfaisait pas, donc je me suis décidée à aller sur place pour les interviewer. Ah oui. Voilà. Alors, que représentent ces clubs donc à Tokyo? Est-ce qu'ils ont une existence qui est licite ou c'est plutôt un underground? Alors, il y a les deux, si vous voulez. Ce sont des clubs, bien entendu, avec une existence licite, tout à fait licite, puisqu'il y en a plus de 300, je crois, dans le Kabukicho, ce qui est énorme. Vous imaginez, dans chaque club, il y aurait à peu près de 20 à 200 hosts. Donc c'est énorme, hein. C'est un vrai business. Les hosts, ce sont l'équivalent masculin des hôtesses de bar. Ah ok, d'accord. Voilà. Très bien. Et donc ils ont une existence tout à fait licite. Leur rôle, c'est de converser avec les clientes pour les amener à boire à l'intérieur des établissements. Mais bien entendu, il peut arriver qu'ils aillent un peu plus loin, mais cela se fait en général à l'extérieur de ces établissements, et donc leur seule responsabilité est mise en cause dans ce cas. Alors, vous vous êtes livré à une véritable enquête au sein de ces établissements. Alors, comment vous avez procédé justement pour entrer à l'intérieur, interroger?
Alors, j'ai demandé à une amie japonaise de me présenter à un gérant de club de host qui donne son feu vert pour que son personnel puisse être interviewé. Parce que vous savez, c'est tout de même un monde parallèle. Et ce qui fait que bon, là, on n'entre pas comme ça, sauf en tant que cliente. Ils détestent bien sûr les caméras, ils détestent les journalistes, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'était notre première visite, ce qui fait qu'on s'est retrouvés assises. Il y a une dizaine de hosts qui ont défilé devant nous. On s'est rendu compte, bien entendu, qu'il y avait un processus très rodé, très organisé. Et je les ai donc interviewés les uns après les autres, très très rapidement. Ensuite, on est venu nous voir avec une espèce de... Voilà, ça devait être un iPad, avec les portraits de tous les hosts du club. Et puis finalement, on nous a dit, bah, écoutez, vous choisissez le vôtre, cela vous fera 3 millièmes de plus ou 5 millièmes de plus. Et voilà, j'en ai choisi un comme ça, un peu au hasard. Et il se trouve que ce host-là, donc, qui s'est occupé de moi pour le restant de la soirée, il a été assez aimable pour accepter d'être interviewé en journée, quelques jours plus tard. Donc voilà, c'est ainsi que j'ai pu obtenir, si vous voulez, tous les détails sur la vie des hosts. Très bien. Donc la construction de ce roman procède, pour moi, ce que j'ai pensé, du système de l'entonnoir, oui. Puisque tous les personnages finissent par se rejoindre dans une seule et même histoire. Alors, comment vous avez élaboré votre plan ? Alors, je n'aime pas beaucoup avoir de plan défini à l'avance. Et ce que je fais en général dans mes histoires, c'est que je plante un décor. Là, j'ai choisi Tokyo. Et je pose mes personnages petit à petit. Je vois ce qu'ils deviennent. Voilà. En fait, je tire sur un fil rouge. Et lorsque j'ai plusieurs fils, bien entendu, je tire en parallèle sur chacun pour voir où cela me conduit. Et c'est ainsi que je procède la plupart du temps. Ah, c'est très fort ça. Ça m'a impressionné. Ah non. Je pense pas que ce soit très impressionnant, parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de mes d'auteurs qui font comme ça, de la même, qui procèdent ainsi. Alors à travers cette société de communication tournée vers le tourisme, AAW, vous nous montrez une société où les rapports sont très violents. Alors qu'en est-il vraiment ? Oui, alors l'approche sociétale m'a paru être une condition sine qua non pour donner une certaine réalité à mon histoire. Et je me suis inspirée en fait des sociétés japonaises que les Japonais appellent des sociétés noires, entre guillemets, parce qu'elles ont des pratiques de marketing et de gestion de leur personnel qui frôle quand même l'illégalité, en ce sens qu'il y a quand même du harcèlement de pouvoir, du harcèlement sexuel parfois. Il y a aussi également un turnover très important, par exemple des écarts assez considérables entre ce qui est écrit sur le contrat et ce qui se passe dans la réalité. Et donc cela se passe très souvent dans les grands groupes, et donc vous avez une sorte de logique de gain et de performance, comme partout dans le monde, qui ne peut fonctionner, qui finit par ne plus bien fonctionner à long terme. Et donc de nos jours, les Japonais recherchent des emplois qui leur garantissent un mode de fonctionnement tout à fait normal, avec des relations interpersonnelles qui soient aussi normales. Et le harcèlement, en tous les cas maintenant, assez récemment, mais en tous les cas maintenant, il est très courant que le harcèlement soit regardé très sévèrement au Japon et soit même puni. D'accord, oui. Donc il y a des recours possibles maintenant. Tout à fait. Vous dépeignez une vie scolaire où la notion de bizutage et de harcèlement est très très forte et d'ailleurs angoissante. S'agit-il de fiction ou on est dans la réalité ? Alors malheureusement, pour le cas de l'Ijime, on est dans la réalité. C'est une réalité même qui est très ancrée, je trouve, parce qu'il y a eu
une enquête qui a été faite en 2015 par le gouvernement japonais et ils ont recensé quelque chose comme plus de 224 000 cas d'IJME au Japon, ce qui est énorme. Non. Et vous avez aussi le suicide d'un collégien dans une petite ville du Japon qui s'appelle Otsu en 2011. Ça a fait énormément parler de l'IJME, et ce qui fait qu'en 2013, le gouvernement a introduit une loi sur le harcèlement scolaire pour essayer de l'éradiquer ou au moins le prévenir dans un stade assez précoce. Le problème, c'est que la mise en application de cette loi est assez difficile parce que voilà, les écoles ne veulent pas prendre la responsabilité de l'IJME, malheureusement. Ah oui. Ouais. Donc ça va continuer donc. Oui, il y a de fortes chances, malheureusement. Alors pourquoi avoir choisi de nous montrer, je dirais, la face sombre du Japon et pourquoi ce parti pris? Alors, je fais assez confiance aux images qui me viennent. Et j'ai imaginé un personnage qui déambulait dans le quartier de Shibuya à Tokyo et qui tombe sur quelque chose. Alors, je ne savais pas exactement sur quoi au début. Et en y réfléchissant, je me suis dit, tiens, et si c'était un cadavre de femme? Et voilà, c'est comme ça que m'est venue assez naturellement cette histoire de camélia blanc. Vous voyez, Et sinon, c'est vrai que je pense que la société japonaise est une société qui est extrêmement policée, vous savez, qui est ultra moderne, et j'ai voulu aller voir l'envers du décor. Voilà. Alors, vous avez travaillé chez Dentsu. Oui. Et voilà, je voulais savoir quelle expérience vous en avez retirée. Alors, le stage chez Dentsu, j'avais fait un stage pendant 2 ou 3 mois, je crois, à l'époque, et je me suis rendu compte que l'esprit d'entreprise, c'est un très très grand groupe de communication qui est vraiment ancré dans cette tradition, vous savez, de paternalisme qu'il y a souvent dans les entreprises anciennes japonaises, et qui fait que de manière très pratique, c'est vraiment je m'en suis rendu compte en travaillant là-bas, les nouveaux venus sont vraiment pris en charge par les anciens, et il y a une sorte de solidarité, on peut appeler ça comme ça, qui se forme de manière indépendante du fait que ce soit une hiérarchie d'ailleurs assez marquée, il faut le dire. Et sinon j'ai remarqué aussi qu'on pouvait tout à fait y exercer son autonomie. Voilà, on vous donne des projets et vous êtes censé réussir dans votre propre domaine, et les Japonais aiment réussir en général et ils font faire tous les efforts nécessaires pour y arriver la plupart du temps. Rien à voir avec AAW. Alors à AAW, je me suis un peu inspirée des sociétés black, comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, et personnellement, je n'ai pas été me confronter encore à ce type de milieu. Donc là, je ne saurais pas vous dire exactement. Elles sont marquées, ces sociétés, quand on dit société black, on sait que telle société, c'est une société black. Oui. Lorsqu'on cherche du travail au Japon, on sait tout à fait. On sait là où on met les pieds. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez, maintenant vous avez Internet, et les gens savent si la société est une entreprise qui suit les règles ou qui fait un peu dans l'illégalité, on va dire. Ben voilà, donc effectivement, donc ça fait partie de cette violence urbaine que vous avez dépeint. Et alors donc effectivement, je voulais savoir, est-ce qu'il existait des maisons closes pour hommes? Alors ça c'est une bonne question. Les maisons closes pour hommes, en fait, il n'y a pas de maison close selon la définition classique qu'on a, c'est-à-dire, vous savez, les maisons avec quasiment une lanterne rouge pour les reconnaître. Mais
tout est en fait une affaire de législation. C'est-à-dire qu'en fait, au Japon, la législation sur le marché sexuel, sur la prostitution, définit donc de manière très stricte le champ d'application. C'est-à-dire qu'il n'y a de prostitution que s'il y a pénétration, excusez-moi du terme, pendant le rapport sexuel. Ce qui fait que le marché du sexe japonais s'est engouffré forcément dans cette faille de la législation. Et du coup, on se retrouve avec des établissements comme les Soapland, qui sont des établissements qui proposent aux hommes des bains assistés, entre guillemets. Ou des massages. Vous avez des fashion health clubs où il y a des rapports dans des pièces fermées, bien entendu, hein, mais sans qu'il y ait de pénétration encore. Voilà. Ce qui fait que... Donc, je pense que si la législation n'a pas évolué, c'est que derrière, il y a des intérêts comme les Yakuza peuvent en avoir tout derrière à fait, tout ça. Tout à fait. C'est de l'argent, c'est un véritable business. Bien ça, sûr. bien sûr. Et oui. Alors, dans votre ouvrage, vous affichez une pudeur des sentiments féminins dans la société et qui se débrident dans les clubs, Oui. qui deviennent de véritables des fouloirs. Parce que, effectivement, alors, quelle est la réalité? Parce qu'on a le portrait de femmes, on va dire, corsetées hein, dans la société japonaise et qui tout d'un coup explosent à la faveur d'un verre de champagne ou à ce que vous décrivez. Alors, qu'en est-il vraiment? Alors, moi, c'est ce que j'ai pu en voir. Hein. Je ne peux vous raconter que ce que j'en ai vu, en tous les cas. C'est vrai que les femmes japonaises, elles ont encore une image assez caricaturale, je dirais, de femmes soumises hein, dans l'imaginaire occidental. En réalité, les femmes japonaises sont assez épanouies dans leur ensemble. Elles ont des conditions de vie et elles font des choix de vie qui sont qui les contentent. Voilà, elles sont assez heureuses dans leur ensemble, même si à cause du stress, bien entendu, elles vont aller un peu voir du côté un peu dangereux, si vous voulez, de Kabukicho, par exemple. Elles vont aller dans des clubs, mais elles ne vont pas pour autant se mettre totalement en danger, parce que bon, déjà, elles ne sont pas totalement idiotes. La majorité des femmes qui vont dans ces clubs, ce sont des hôtesses de bar, en fait, qui connaissent parfaitement tout le processus de leurs équivalents masculins, ça c'est une chose. Et pour les autres clientes de ces clubs, ce sont des femmes qui dansent un peu sur le fil du rasoir. Mais en tous les cas, pour ce que j'en sais, la majorité ne se mettent pas en danger et il n'y a qu'une minorité qui s'endette réellement auprès de ces clubs. Ah oui, d'accord. Oui. Et j'avais une question que je voulais vous poser, parce qu'à travers le livre, on parle de métissage. Oui. Et effectivement, j'ai compris que dans la société japonaise, il y avait là une espèce de classement hiérarchique entre les Japonais qui sont pure souche et les autres, les métissés. Oui, alors je ne sais pas s'il s'agit de ce rapport entre le haut et le bas, si vous voulez, visiblement, de hiérarchie. J'ai pu comprendre qu'effectivement, les métissés étaient moins bien vus dans la société que les Japonais de pure souche. Peut-être qu'il y a une Alors, il y a une espèce relation... de fascination par rapport au métissage, mais en même temps un rejet. Oui, c'est une relation double hein, que les Japonais vont avoir vis-à-vis des personnes qui sont métissées. Cela dépend si ces personnes sont bien intégrées dans la société et si elles œuvrent finalement pour la société japonaise. Je pense en particulier à des sportives. Vous avez une joueuse de tennis, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est vraiment, alors elle est métisse parce qu'elle est issue de parents, je crois que son père est américain et sa mère est japonaise. Et elle a été la toute première joueuse de tennis japonaise à être au top du Grand Chelem. Je crois que c'était en 2018. Donc elle est vraiment très bien intégrée, si vous voulez. D'un autre côté, vous avez une mannequin métisse japonaise qui a été élue Miss Japon. Et
par rapport au fait qu'elle soit un peu métissée, donc avec une peau un peu noire, il y a eu énormément de critiques parce qu'on a considéré qu'elle ne pouvait pas représenter la beauté japonaise, qui traditionnellement est liée à une peau qui est, vous savez, très blanche. D'accord, une espèce de racisme en fait. Voilà, un peu. Ouais. Voilà. Mais de nos jours, les choses commencent à changer parce que les hafu, comme on dit, les hafu sont très bien considérés grâce au fait qu'il y ait des gens très très connus, des célébrités comme le mannequin Lola par exemple, ou il y a un acteur aussi qui est métissé, qui est très 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 connu au Japon, qui joue dans des dramas, qui joue dans des films. Ouais. Et du coup, cela a apporté une sorte de démocratisation, on va dire, de manière pérenne, des hafu dans le monde japonais, dans la société japonaise. Donc, la société japonaise va peut-être évoluer sur ce sujet? Oui, elle est en train tout à fait d'évoluer. Ça j'en suis persuadée. Alors, justement, la société japonaise, donc, on va dire sur le plan sexuel, c'est une question que je m'étais posée, est-ce qu'elle évolue de manière comme une société occidentale, en fait, un petit peu plus extravertie? Parce que là, on est dans un système un peu policé. Vous voulez dire, est-ce que la société japonaise a évolué sur le plan... donc des mœurs sexuelles. Des mœurs sexuelles en général. Oui, je pense qu'elle a évolué, bien entendu, ces derniers temps, parce que on va dire que le sexe s'est libéré. Ça, c'est l'évidence même. Je vais apporter de l'eau à votre moulin, avec les mangas. Et oui, entre autres avec les mangas, bien sûr, et puis avec tout cet imaginaire qu'on voit dans les médias. Le sexe est très très présent, n'est-ce pas, dans les publicités même, par exemple. Mais paradoxalement, vous avez un recul très net des rapports sexuels au Japon. C'est terrible à dire, mais je crois qu'il y a une étude qui a été faite en 2008. J'ai entendu vous avez dû en entendre parler, qui dit que les Japonais ont beaucoup moins de rapports sexuels aujourd'hui que peut-être qu'avant. Je crois qu'ils ont... Oui, le taux de natalité vraiment... Le taux de natalité est bas, et en plus de ça, je crois que le chiffre exact, c'est 48 rapports sexuels par an, seulement, par rapport à une moyenne, par exemple, de 120 en France. Vous voyez, ce qui est quand même assez bas. À une population une moyenne occidentale, on va dire. Et je pense qu'au départ, c'est quelque chose d'assez finalement lié à l'éducation, parce que à l'école, on met les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Vous avez aussi le contact physique, tout simplement. Les Japonais ne serrent pas la main quand on se rencontre. Très souvent, ce sont des saluts et il ne dit jamais non non plus. Voilà, il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils ne s'enlacent pas en public, parce que c'est considéré comme un geste vulgaire. Et puis, vous avez aussi le manque de temps. Tout simplement, lorsque vous travaillez, vous n'avez pas le temps de rencontrer qui que ce soit. Et lorsque vous avez enfin réussi à rencontrer quelqu'un, donc lorsque vous vous mariez, et encore lorsque l'homme a accepté de se marier, parce que la prise en charge, tout simplement du point de vue économique de toute une famille, c'est une charge qui est très importante au Japon, peut-être comme partout ailleurs, mais en particulier au Japon, ce qui fait que les hommes hésitent souvent à s'installer, se mettre en couple. Et fonder une famille, c'est toute une affaire au Japon. Voilà. Et il n'y a pas non plus une espèce de stress de la part des jeunes japonaises à être mariées assez tôt? Oui, il y a un stress qui est lié à l'âge, bien entendu, parce que les japonaises sont très 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 conscientes du fait d'être vingtenaire, d'être trentenaire. Lorsque vous finissez une décennie, vous devez avoir quasiment coché toutes les bonnes cases. Donc oui, c'est assez... quand on voit des femmes comme Vivienne Westwood en France qui approchent les 80 ans et qui ont une attitude de personnes qui ont 20 ou 30 ans, cela fait contraste. On peut ne pas comprendre cela, mais en tous les cas, au Japon,
cette sexualité, si vous voulez, bon, il faut bien qu'elle s'épanche quelque part, et souvent cela se fait malheureusement au détriment de la sexualité à l'intérieur des vrais couples, ouais. ou des couples mariés, par exemple dans des mondes virtuels parfois pour les hommes, ou des femmes qui assument totalement leur solitude en allant voir des hosts, en ayant des amants ou en divorçant. Est-ce que vous parlez excusez-moi, oui. d'une certaine frustration finalement, parce que je repense au manga, oui. où finalement la femme est quand même représentée d'une drôle de manière, avec une poitrine énorme, enfin, etc. Est-ce que là ça fait partie du fantasme, de la frustration d'une certaine société japonaise masculine qui est emprisonnée, corsetée et qui là explose? Oui, il y a une sorte de... que ça sorte, comme vous dites, quelque part. Quelque part, tout à fait. Il y a effectivement peut-être un retard. Je ne sais pas si on peut parler de retard. La tendance même aujourd'hui est à l'existence tout de même de certains jeunes ou certains moins jeunes qu'on appelle les Soushokudanshi, je crois, qui sont les hommes herbivores. Ouais. Et qui n'ont pas de rapport sexuel, qui assument ce choix-là et qui restent près de leur mère et qui n'ont absolument aucune ambition professionnelle. Voilà. Alors cela peut sembler très triste, mais au Japon, de toutes les façons, vous n'avez pas d'approche, comment dirais-je, les Japonais ne considèrent pas que le sexe est quelque chose d'important, de toutes les façons. Donc voilà, c'est une question de point de vue aussi. Alors, pour finir, justement par rapport à votre roman, si vous aviez quelque chose à mettre en avant qui pour vous est le plus important dans votre roman, ce serait quoi? Je pense que ce serait de dire que la vie est une forme de lutte constante. C'est aussi un dépassement de soi, parce que les personnages de Hayato et Emi, chacun de leur côté, essayent de changer de vie. Et donc voilà, je dirais que le mot de la fin, ça serait l'ouverture au changement, la possibilité de vie plurale, vraiment. Merci beaucoup Maïko pour cet entretien passionnant. Merci. Merci.